Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Le gouvernement polonais, le gouvernement norvégien, le gouvernement hollandais, c'est ici même que le soir du 26-44, les corps des victimes ont été rassemblés avant que les familles ne viennent les reconnaître. De leur territoire ont compris ainsi leur devoir. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les faux commis dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats ont fait perdre la bataille de mort. Mais il nous reste un ballon. Alliés pour les ressources forcément qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20 000 chars et 20 000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande, une bataille décidée. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés? Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air,
J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Conseiller départemental, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les anciens combattants rescapés, mesdames, messieurs, chers amis. Il y a 74 ans, le 26 août 1944, comme vous le saviez, notre commune allait vivre une terrible tragédie. Paris était libéré de la veille et des résistants continuaient à travailler dans l'ombre. Partis tôt des communes de Seine-Saint-Denis, pour réceptionner un parachutage sur les hauteurs d'Oisserie, des femmes et des hommes allaient connaître la barbarie des colonnes allemandes qui se repliaient. Cette immense tragédie est gravée pour toujours dans la mémoire des communes de Seine-Saint-Denis, où habitaient ces résistants, mais aussi des habitants d'Oisserie, Farfry et de la région. Nous exprimons notre reconnaissance indéfectible aux victimes. Brisés, humiliés, ils sont nos héros. Eux qui prirent tous les risques pour défendre leurs idéaux, face à l'horreur absolue et à l'extermination des leurs pour délivrer notre pays. Nous sommes rassemblés pour se souvenir de ce malheur et pour en tirer les enseignements. L'histoire, quoi qu'on en dise, ne doit pas se répéter. Il faut utiliser l'intelligence des hommes dans la recherche de la paix et de l'amélioration de la condition humaine. La commune d'Oisserie a été marquée par ces tragédies et s'est formée une identité que nul ne pourra aliéner. Nous serons et nous resterons une commune à part entière avec sa propre histoire. C'est maintenant à la jeunesse de prendre le relais des témoins et d'entretenir la flamme. Nombre de résistants, rescapés, témoins nous ont quittés. Bientôt, cette bataille entrera dans l'histoire avec un grand H, celle qu'on nous a racontée, celle que nous devons porter et transmettre. Lors de la minute de silence, nous nous recueillerons pour toutes les victimes du 26 août 1944, mais aussi pour les rescapés, les membres des familles qui nous ont quittés. Cette année, nous aurons une pensée particulière pour le lieutenant-colonel Torrent, qui vient de nous quitter. Il a toujours été présent aux cérémonies commémoratives de la bataille d'Oisserie. Le devoir de mémoire était pour lui un enjeu sociétal, afin de transmettre et ne pas oublier. Il avait su en 2003, lorsque j'ai repris l'organisation et le protocole des cérémonies, m'encourager et m'épauler. Nous saluons l'ensemble de ses actions. Mesdames, Messieurs, la municipalité tient à vous remercier chaleureusement de votre présence. Transmettez autour de vous, aux jeunes générations, ce qui s'est passé ici, afin que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Je vais donner la parole à un descendant de victime. Où est-ce qu'il est Voilà, allez-y. Bonjour, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les maires et maires adjoints, Monsieur Ragon, avec qui nous avons eu quelques contacts ces derniers jours. Merci de nous recevoir, mon épouse et moi-même, pour commémorer les événements du 26 août 1944 dans votre secteur. Mon intention est de rendre hommage à mes grands-oncles, Pierre Lemoine, Jean Spoden, résistants qui ont trouvé la mort dans cette opération ce jour-là. Également à Jacques Landrevie, qui a, lui, survécu. Je m'appelle Xavier David et suis le petit-fils de Robert David et Emma Lemoine.
Cette dernière était la sœur de Pierre Lemoine et donc belle-sœur des deux autres. C'est un honneur d'être parmi vous et un honneur de découvrir, à 60 ans, que l'on est issu d'une famille de résistants. Je vais tout d'abord vous relater le contexte historique qui concerne Pierre Lemoine et ensuite je vous lirai un des courriers conservés par mon père et probablement écrit par Suzanne Spoden. Courrier auquel il manque une page apparemment et donc sans signature. Dans ce courrier, il y a 2 ou 3 termes qui ont trait à l'histoire et qui ne seront pas de mon fait. Pierre Lemoine est né le 16 juin 1898 à Pantin. Domicilié à Courbevoie, il est chef acheteur au magasin du Printemps. Membre du MNPGD, il intègre début août 1944 le groupe Napoléon des FFI du secteur ouest de l'Île-de-France et participe au combat de la libération de Paris. Il rejoint ensuite le 1er régiment franc de Paris. Le 1er régiment franc de Paris, ou bataillon Île-de-Verre, est engagé dans le cadre d'une opération aéroportée d'envergure. Parti le 26 août 1944, alors que Paris vient de se libérer, Île-de-Verre et ses hommes parviennent sur les lieux, près de l'étang de Rougemont, où ils doivent stationner avec les autres compagnies du 1er RFP en attendant l'arrivée des avions britanniques. L'aventure tourne alors au fiasco. Les compagnies du 1er RFP doivent affronter des éléments de la 49e SS Panzerbrigade, survenus sur les lieux, supérieurement armés par rapport aux membres du réseau. Les hommes d'Armand sont massacrés par dizaines. Arrêté par les Allemands avec plusieurs de ses camarades ce 26 août 1944, Pierre Lemoine est exécuté avec eux au lieu-dit La Longuaine à Forflou. Courrier de Suzanne Spoden, probablement la femme de Jean Spoden. Le Rincy, ce 23 octobre 1944. Chers Robert et Emma, que vous dire sur mon grand silence? Bien sûr, vous devez vous l'expliquer. Après les moments que je viens de vivre, je n'avais pas le courage d'écrire. Maintenant, le calme est revenu à la maison, et c'est le grand calme après avoir eu une maison si animée. Des détails, ma chère Emma, j'en ai trop à dire. Cependant, voici un bref récit de ce qui s'est passé. Depuis déjà 2 ans, Jean faisait partie de la résistance dans le tabac de la place, près des autobus où il se retrouvait avec plusieurs amis. Enfin, les événements de la libération se précipitent. Pierre vit avec nous depuis le début août parce que les transports, métro et autres ne marchant plus, il lui est difficile de rentrer à Courbevoie et il se rend au printemps avec le vélo de Michette. Puis, enfin, tout à Paris est enfermé, la résistance prend des dispositions. Le jeudi 24 août, le Rincy prend cantonnement dans une propriété vacante où ils sont habillés, équipés, armés, et ils partent dans la nuit du vendredi au samedi en direction de Saint-Souplé près de Meaux pour aller chercher un dépôt de munitions et attendre, pour le samedi 11h du soir, le parachutage de petits tanks d'armes et aussi de renforts d'ordre. Ils partent donc à 3h30 le samedi 26 août du Rincy et arrivent au lieu donné à Oisserie exactement, Seine-et-Marne, après avoir fait 80 prisonniers allemands dont un général. Là, ils trouvent les armes en question et vont se poster dans le marais. Il n'y était pas depuis longtemps qu'une colonne blindée allemande arrive et inévitablement, la bataille s'engage, mais malheureusement avec des armes inégales, puisque les nôtres n'avaient que grenades, mitraillettes et armes à main. La bataille dure de midi environ à 3h30. Il en reste à peu près une quarantaine des nôtres par terre. La suite est plus terrible. Les uns s'enfuient et réussissent à se cacher dans les fermes. D'autres, comme Pierre, partent en direction de Forfry, mais pour se jeter dans la gueule du loup. Il y a par là une bande de SS qui sont saouls. Aussi sont 2 autres avec Pierre qui lèvent les bras, pour se rendre. Sans pitié, les Boches les abattent avec des balles explosives. Mon pauvre Pierre, qu'a-t-il pensé à ce moment suprême? C'est là mon cauchemar de tous les instants. La nuit, quand je ne dors pas, c'est pour me le représenter. Faut-il qu'il se soit trouvé un Rincy? Il partait si plein d'entrain pour ne pas que son fils y aille plus tard, disait-il. Quant à Jean, c'est autre chose. Fait prisonnier avec un groupe de 25,
Ces salauds de Bosch ne savaient quoi en faire, et comme ce groupe-là ne disposait que d'un camion qu'ils avaient besoin pour repartir, ils n'ont rien trouvé de mieux à 10 h du soir que de les aligner devant la sucrerie d'Ouasserie, et après les avoir mitraillés et bombardés de grenades, ils ont entassé les corps, soit 27, parce qu'ils avaient pris aussi 2 civils du pays. Ils les ont arrosés de 20 litres d'essence dans le garage de la sucrerie et ont mis le feu. De mon pauvre Jean, je n'ai recueilli que son bracelet d'identité, ses clés, une glace métallique et une statuette de la Sainte Vierge qui ne l'a pas protégé. La suite n'est pas plus belle. Le maire du pays, une sale fripouille sans doute, n'a rien trouvé de mieux que de compliquer l'inhumation. Les corps étaient brûlés, soit, mais il en faut pour réduire les os en cendres. Si bien que les habitants avaient pu mettre chaque corps empilé sans doute, mais séparément. Le maire n'a pas trouvé le moyen pratique pour se procurer autant de cercueils. Aussi, il a fait venir des tombereaux à fumier et avec des crocs à fumier. Le tout a été déchargé dans un trou au cimetière. Maintenant, que faire, sinon que laisser dormir ces pauvres restes là-bas? Eh bien, non. De braves femmes, certaines veuves de ces pauvres malheureux, veulent absolument faire revenir les corps au Rincy, sous prétexte que ce sera plus facile d'aller sur la tombe. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait de la chaux vive sur ces corps, alors il est fort probable que tout sera remué. Moi aussi, ça me remue. J'en avais cependant assez passé, surtout que je me suis fait beaucoup de mauvais sang aussi pour Odette. C'est Jacques qui l'a prévenue à Tonnerre. Elle est affectée, soit, mais pas encore comme si Pierre méritait des regrets. Les enfants sont terribles, surtout Jacqueline. Le printemps a été gentil. Après ce témoignage émouvant en tant que maire du Rincy, je voudrais saluer la présence des nombreux élus de cette partie du territoire de Seine-Saint-Denis, avec Livry-Gargan, avec les Pavillons-sous-Bois, avec Clichy-sous-Bois, avec Montfermeil, avec Gagny, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gournay-sur-Marne, Noisy-le-Grand, tout autant de communes avec le Rincy, où Charlie Devers avait su, en tant que primeur de profession, rassembler des femmes et des hommes qui avaient une volonté, celle de faire, comme ça a été dit tout à l'heure, dans ce beau témoignage, que notre patrie soit toujours vivante, malgré l'oppression, et que l'ensemble de l'honneur qui est le nôtre, qui est celui des héros, des porte-drapeaux, eh bien, puisse perdurer à travers le temps. C'était ça leur envie, c'était de faire que leurs enfants puissent eh bien, vivre dans ce beau pays de France. Mais ils avaient cette volonté de libérer absolument leur famille, et le Rincy était ce havre de paix avec les autres communes, et il faisait partie de ce réseau, le réseau Armand spiritualiste, qui est indiqué ici sur ce monument, et ils communiquaient avec différents moyens, et leur code était Annie, les lettres paires du Rincy. Et avec ce Annie, eh bien, à chaque fois, eh bien, le commando avait la possibilité d'intervenir selon les commandements qui lui venaient de plus haut, et toujours pour aller plus loin. Ils sont allés sur cette nationale, ils ont combattu, et ensuite ils sont arrivés ici, en pays de Goël, pour faire que eh bien, les habitants de l'époque soient libérés du joug des Allemands, même si la période voulait que eh bien, la France soit un peu en fête, puisque la libération était là. Hein. Nous étions dans ces 2 journées de libération. Eh bien, ces hommes, ces femmes du Rincy et de l'ensemble des communes de Seine-Saint-Denis eh bien, ont su faire valoir leur volonté propre de faire qu'il n'y avait pas de barrière départementale, il n'y en avait pas à l'époque, mais faire surtout que tous les Français, et y compris en pays de Goël, soient libérés. C'est ce message que je souhaitais vous livrer aujourd'hui et vous dire que ce matin, comme nous le faisons depuis 4 années maintenant, eh bien, nous sommes allés nous recueillir sur la tombe de Charlie Devers, de ses 2 fils, âgés de 19 et 21 ans, qui sont morts avec lui, et puis de l'ensemble du groupe qui est aujourd'hui inhumé au Rincy. Je vous remercie. C'est encore une fois un très grand honneur pour le Rincy et pour toutes nos communes d'être présents à vos côtés. Monsieur le
Conseiller départemental, s'il vous plaît. Monsieur le préfet. Mesdames et messieurs les maires, monsieur le maire du Rincy, monsieur le maire de Ouassery, monsieur les élus adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, les représentants de la gendarmerie de Saint-Souplet et du centre de secours aussi d'incendie de Saint-Souplet, mesdames et messieurs. Le récit de monsieur a été très émouvant et à relater les événements qui sont passés ici même, à Ouassery, dans cette journée tragique. Et c'est toujours avec une grande émotion que nous sommes ici. En tout cas, moi, je suis toujours présent et ému, parce que les résistants, il fallait avoir du courage quand même, un grand courage, pour s'opposer à une force supérieure en nombre, en matériel, mais aussi à une force face à une force fanatique, parce que les résistants du groupe Hildevert n'ont pas affronté la Wehrmacht, l'armée régulière allemande, mais des nazis, des SS, qui, je ne vais pas vous rappeler, mais étaient assez, même très durs. Donc il fallait un grand courage, et en moi-même, je me dis, mais est-ce que moi-même j'aurais eu ce courage de résister, d'être résistant à l'époque? Parce que c'est dans l'action qu'on mesure sa personnalité. Donc c'est un grand hommage qu'on peut leur rendre, et en tout cas une grande émotion de partager cette cérémonie de Ouassery tous les ans. Voilà, merci à vous. Monsieur le préfet, s'il vous plaît. Monsieur le maire de Ouassery, monsieur le maire du Rincy, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. Depuis de nombreuses années, et je le découvre puisque je prends tout juste mes fonctions dans ce département, et donc c'est un honneur pour moi d'être à vos côtés et de partager ce fait historique que vous commémorez tous les ans. Donc vous vous retrouvez sur cette place de l'église à Ouassery pour clôturer le parcours mémoriel commencé très tôt ce matin devant l'hôtel de ville du Rincy, pour se souvenir et honorer tous ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. Je ne reviendrai pas sur le détail des événements qui ont été relatés, et moi-même j'y prends part pour la première fois, donc je ne vous ferai pas l'injure de vous la raconter. Mais j'ai bien écouté les éléments relatés et tout ce qui m'a été dit pour la préparation de cette journée. Et effectivement, monsieur le conseiller départemental, il y a des actes de courage et de dévouement qui doivent être salués et conservés à l'esprit. Et c'est pour ça qu'en cette journée de souvenir, nous devons, dans un devoir de mémoire inextinguible vis-à-vis de ces combattants de l'ombre, rappeler que leur résistance relève d'un acte de bravoure et d'engagement collectif dont nous devons tous être fiers, effectivement. Ces frères d'armes qui 100 fois avaient changé de nom, perdus de femmes et enfants, unis dans la mort comme dans le combat, nous laissent en effet un message, un immense héritage, pour que vivent les valeurs de la patrie, mais aussi les valeurs d'humanisme, de justice et de tolérance. Cette commémoration doit nous rappeler que des femmes et des hommes, mais aussi des enfants, des soldats, alliés, résistants, et ici même, ne se sont jamais résignés à la défaite et ont joué un rôle crucial
dans la libération de notre pays. Donc cet hommage au bataillon Charles de Vert nous rappelle que ces soldats de l'ombre, ces femmes et ces hommes au visage anonyme ou célèbre qui se sont engagés pour la France, ils nous rappellent leur courage. Ils nous rappellent aussi que tous étaient viscéralement attachés aux valeurs humanistes de liberté, des valeurs d'égalité et des valeurs de fraternité. Et que par-dessus tout, ils croyaient aux vertus de l'action et aux vertus de l'engagement. En leur nom et en ceux des résistants qui nous quittent au fil des années, et vous l'avez rappelé, monsieur le chef du protocole, il doit être fait écho de leur dévouement pour la France, singulièrement auprès des plus jeunes, afin de ne jamais oublier ce grand chapitre de notre histoire. L'esprit de la résistance doit être rappelé aux jeunes générations. Aussi, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, merci pour cette répétition et cette endurante cérémonie, cet endurant recours à la mémoire, cet endurant respect au groupe Charles de Vert qui nous rappelle l'exigence de l'indispensable travail de mémoire. Les valeurs défendues par la résistance restent des modèles pour notre société actuelle. La défense des valeurs patriotiques, démocratiques et humanistes. La lutte contre les regrets des idéologies fascistes et surtout la défense de la paix. Permettez-moi pour terminer de vous dire qu'en ces temps où les conflits sévissent sur tous les continents et que des actes terroristes frappent notre territoire, permettez-moi de saluer le dévouement, le courage et l'abnégation de nos soldats, de nos policiers et de nos gendarmes qui au quotidien défendent au prix de leur vie la liberté et comme le groupe Île de Vert, comme le bataillon Île de Vert, notre liberté. Merci de votre attention.
Fermez le banc. Retour.